right and wrong. Production for 50 million years on this movie. Will stand full size in a snap turn. Aujourd'hui, Jurassic Park est considéré comme un film culte. C'est une référence du cinéma des années 90 et même quelque part une référence, tout court, une pierre angulaire de l'histoire du cinéma. Bien sûr, à sa sortie, Jurassic Park a été loué pour ses effets spéciaux. Toute la profession et la presse se sont alignées devant ses prouesses techniques et c'est devenu un modèle du genre. Par contre, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que le film à l'époque a été critiqué pour sa mise en scène et pour son fond. Oui, sa mise en scène. Le film est réalisé pour rappel par Steven Spielberg. Pourtant, aujourd'hui, Jurassic Park est reconnu comme étant un film, certes de divertissement, mais du divertissement intelligent. Oui, un blockbuster peut être intelligent, mais il a acquis cette reconnaissance sur le long terme. À présent, tout le monde a ouvert les yeux sur le propos que Jurassic Park a tenté de défendre à l'époque. Jurassic Park s'interroge sur le bien fondé du progrès de la science, de la manipulation de la génétique. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? L'homme qui veut toujours aller de l'avant, qui est assoiffé de création, pense avoir une emprise sur la nature, mais la maîtrise-t-il vraiment ? Et n'oubliez pas cet adage. Life finds a way. Et au-delà de ces considérations, il existe un autre discours qui fait son chemin depuis un petit bout de temps. Jurassic Park serait un film méta. Alors bon, c'est quoi un film méta ? C'est un film qui parle de lui-même. Et en quoi Jurassic Park est-il méta ? Eh bien tout simplement, le parc au sein du film serait une métaphore du film lui-même. Déjà, observez bien le logo de l'affiche. Eh bien, ce logo est présent partout dans le parc. C'est donc le logo du parc. Et en poursuivant le raisonnement, John Hammond serait une métaphore de Steven Spielberg lui-même. Écoutez ce que Donald Gennaro dit ici. We're gonna make a fortune with this place. Bien sûr, l'intention première est de faire de Jurassic Park un carton au box-office. Et ma foi, c'est plutôt réussi. On va y revenir. Quelque part, Donald Gennaro est donc une métaphore du producteur qui se réjouit du pactole qui va rentrer dans les caisses. La visite des installations et des laboratoires de Jurassic Park pourrait donc être apparentée à une visite des studios de cinéma où on démontre au public à quel point on est puissant et à quel point on peut faire de jolis effets spéciaux. Ce qui va être la marque de fabrique du film. Et regardez enfin ici, les produits dérivés du parc sont très proches des produits dérivés du film. Et comment est-ce qu'elle se passe la visite dans le parc ? Mal. Alors bien sûr, Spielberg n'avait pas pour intention que son film se passe mal d'un point de vue financier. Non, forcément, il voulait que ce soit un carton. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Jurassic Park est devenu le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, à l'instar des Dents de la Mer et d'E.T. On peut dire que le bonhomme commençait à en faire une habitude. Mais justement, parlons-en d'habitude, et c'est là que j'en viens à la notion de paradoxe. Au moment où Jurassic Park voit le jour en salle, le moins qu'on puisse dire, c'est que Steven Spielberg est un réalisateur accompli. Il a déjà 20 ans de carrière bien tassée derrière lui. Il n'a plus rien à prouver. Nombreux sont les films qui ont fait sa renommée, qui ont plu au plus grand nombre. Mais si le discours méta du film met à mal le côté blockbuster et grandiose et spectaculaire du film, c'est pas un hasard. Probablement que Steven Spielberg aspirait à passer à autre chose. C'est donc une critique de l'institution hollywoodienne des grosses productions qu'il met en œuvre dans Jurassic Park. Steven Spielberg était forcément conscient à l'époque que le blockbuster n'avait pas très bonne presse, que c'était généralement des films hébétés qui n'avaient que pour seul but de faire venir les masses, mais que le propos n'allait pas beaucoup plus loin que son idée de base. Or, Spielberg était attaché à cette image. Même s'il s'était déjà un petit peu essayé autre chose, il n'avait encore réussi à se démarquer qu'avec des films à grand spectacle. Et justement, en 1993, il commence à travailler sur un autre projet. Et on le saura assez vite qu'il avait déjà la tête en Pologne alors qu'il était en train de produire et de tourner Jurassic Park. Ça peut paraître surprenant et paradoxal quand on sait que quelques années plus tôt, alors que Michael Crichton était en train de terminer d'écrire son livre, Steven Spielberg voulait déjà lui en acheter les droits. Cela démontre une certaine motivation. It was very important to me to be a kid directing Jurassic Park because like most kids, one of my first longest words was Triceratops, Stegosaurus. My dad would always take me to see the dinosaurs in Philadelphia, the Franklin Institute of Technology. There was a natural history museum there with big dinosaur bones. And so I made that movie really as a youngster, remembering how much fun it was to imagine with such yearning that someday wouldn't it be great to run into a dinosaur. Et pourtant, Spielberg aurait accepté comme une concession à ses studios de tourner Jurassic Park afin d'avoir en récompense le droit de tourner La Liste de Schindler. Bon,
Le bougre ici est plutôt bien pris, on est d'accord, le résultat était pas dégueulasse. Seulement... While I was in principal photography on Schindler's List in Krakow, Poland, probably 4 times a week I was having big satellite teleconferences with the effects folks at ILM. If I had the choice, I would not have chosen to bifurcate my attention between Schindler's List and Jurassic Park because that in itself was a very bipolar experience for me. To be shooting the story of the Holocaust and at the same time getting these effects of dinosaurs from an entirely different kind of a motion picture genre to look believable to audiences. Là où je veux en venir, c'est que Steven Spielberg avait probablement l'intention de se tailler une nouvelle réputation. Steven Spielberg voulait probablement prouver qu'il pouvait également produire des films plus sérieux. Et ma foi, que lui a valu la liste de Schindler? The Oscar goes to, this is a big surprise, Steven Spielberg for Schindler's List. Vous noterez qu'il précise bien qu'il s'agit d'une surprise. Spielberg est enfin officiellement reconnu par la profession. Il ne doit pas exister beaucoup de réalisateurs chevronnés à Hollywood qui ne courent pas derrière la statuette. Or, on le sait, Steven a déjà raté le coup à quelques reprises. Petit fun fact, en 1983, lors de la cérémonie des Oscars, Steven Spielberg de nouveau n'a pas obtenu la statuette de meilleur réalisateur. Celle-ci est revenue pour le film Gandhi à un certain Richard Attenborough. Et qu'est-ce qu'il a fait en 1992? Il a joué John Hammond dans Jurassic Park. Allez, amusant quand on y pense. Par la suite dans sa carrière, il serait malhonnête de dire que Steven Spielberg a complètement délaissé le film d'aventure, de science-fiction, le film à grand spectacle. Mais il a tout de même soigné l'équilibre avec ce genre de production et les films à caractère politico-historique. Et les Oscars sont revenus, 5 ans plus tard avec Il faut sauver le soldat Ryan, un film qui traite de la guerre 40-45. En définitive, tonton Steven ne voulait peut-être plus assumer cette étiquette qui lui colle à la peau, l'étiquette du faiseur de blockbuster. Blockbuster qu'il a à peu près inventé lui-même, car le premier film à avoir été considéré comme tel, non ce n'est pas Star Wars, c'est justement Les Dents de la Mer. Pourrait-on dire qu'à l'époque, Spielberg a dénigré le divertissement? Aujourd'hui, à plus de 70 ans au compteur et plus de 45 ans de carrière, on peut le dire, Steven Spielberg a roulé sa bosse sur tous les fronts. Désormais, il n'a plus rien à prouver, même dans le domaine des films dits plus sérieux. Et nous vivons une époque où le blockbuster commence tout doucement à être légitimisé. Mais pour ce qui est des blockbusters du passé, la reconnaissance est faite. Aujourd'hui, par exemple, Star Wars est considéré comme une saga presque biblique. Star Wars est presque considéré au même niveau de culte que Le Parrain, par exemple. D'ailleurs, quel film Steven Spielberg vient-il de sortir l'an dernier? Ready Player One. Il n'y a pas plus blockbuster que ce film-là. On peut sans doute considérer par là que Steven Spielberg a fait la paix avec son passé, il a fait la paix avec son héritage. Et désormais, il assume à nouveau pleinement ce qui l'a fait, ce qui a forgé sa réputation. Aujourd'hui, Steven n'y voit certainement plus comme un plaisir coupable le fait d'aimer et de produire des blockbusters. Mais comme je l'ai sous-entendu il y a quelques instants, le grand public lui a peut-être encore un petit peu de chemin à faire à ce niveau-là. On a encore trop tendance à vénérer les blockbusters du passé et à dénigrer ceux du présent. Du coup, c'est un peu comme si on ne retenait pas les leçons du passé. Et regardez dans Jurassic World, c'est un peu le propos. Les personnages répètent les mêmes erreurs que celles qu'a commises John Hammond en son temps. On vit englué dans la nostalgie. On ne cesse de rêver d'époques révolues, voire même d'époques qu'on n'a pas connues. Un peu comme justement John Hammond avec la préhistoire. Et ça bien sûr c'est dû au fait qu'il existe une hiérarchie entre une certaine catégorie de films et une autre. Il faudrait cesser cet élitisme et pouvoir parvenir enfin à savourer les films au moment de leur sortie pour leur véritable valeur et ne pas attendre les années comme le bon vin afin de leur accorder le respect qu'ils méritent.